Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. L'eau, c'est la vie, c'est une lapalissade. Et on ne peut pas vivre sans, c'est aussi une évidence. Seulement, lorsque les divergences des hommes amènent au conflit sanglant, cette même essence dont on ne peut pas se passer devient une denrée inaccessible, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que les infrastructures qui permettent d'en jouir sont détruites. Sinon, ces infrastructures abritent les principales confrontations. Sachant qu'environ 2 milliards de personnes vivent dans des zones affectées par des conflits armés, il ne serait pas insensé de s'intéresser aux solutions pour enrayer les pénibles répercussions sur les communautés les plus vulnérables et les plus défavorisées. Ce podcast sera donc une occasion unique d'explorer les liens intersectoriels entre l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement et l'ODD 16 sur la paix. Le sujet qui nous réunit ici donc c'est la protection de l'eau et des infrastructures hydrauliques pendant les conflits armés. Pour parler de ce sujet, nous avons un éminent monsieur, je le laisse se présenter. Bonjour chers amis auditeurs, je suis Joël Arsène Nomovi, communicant de formation, aujourd'hui président de l'association des blogueurs du Bénin. Merci. Merci monsieur Joël. D'entrée, nous allons essayer de savoir c'est quoi une infrastructure hydraulique. Qu'entend-on par infrastructure hydraulique? Dans des thèmes assez basiques, on peut répondre qu'il s'agit des ensembles des activités d'ingénierie permettant de développer, de protéger et de réparer les éléments structuraux clés pour la gestion des voies d'eau côtières et intérieures naturelles et de même que artificielles. En un mot, c'est des infrastructures qu'on met en place pour favoriser l'accès à l'eau à la population. Merci bien. Nous parlons d'infrastructures hydrauliques, de protection d'infrastructures hydrauliques pendant les conflits armés. Alors il serait aussi bien de savoir c'est quoi un conflit armé. Un conflit armé, il faut le reconnaître, c'est ce conflit qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux ou des groupes armés qui s'affrontent entre eux. Il faut le reconnaître, chaque année, des conflits armés, autrement dire des guerres, font voler en éclats la vie de millions de personnes. Et quelle que soit la raison, le résultat est souvent le même. C'est-à-dire que c'est des pertes de vie humaines parmi la population civile, où nous avons des déplacés de guerre, et cela porte atteinte à des droits humains et à la violation du droit international humanitaire. Merci. Merci, M. Joël. Alors, nous voudrons savoir maintenant quel est l'état des lieux qu'on peut faire de la protection de l'eau et des infrastructures hydrauliques pendant les conflits armés. Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de citer Antoine Saint-Exupéry qui dit en ce thème « Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde et tu es aussi la plus délicate. Toi si pur au ventre de la terre. » Il faut le reconnaître, aujourd'hui, des efforts sont faits pour protéger ce que c'est que ces infrastructures hydrauliques. Et malgré la bonne volonté de tous les acteurs pour protéger ces infrastructures, pendant la guerre, ceux qui sont en conflit donnent très peu d'importance à ces infrastructures. Sinon, on ne pourra pas dénombrer à nos jours plus de 2 milliards de personnes sur la Terre qui souffrent de manque d'eau, de la qualité de l'eau. Donc, des organisations de la société civile, des États même, font des efforts pour protéger ces infrastructures, mais quand survient la guerre, les conflits, ceux qui sont en conflit, ce n'est que la victoire qui importe pour eux. Donc, des actions sont menées vis-à-vis de leur endroit. Même pendant la guerre, on a des organisations comme le CICR qui est souvent sur le terrain pour protéger ces infrastructures, pour appeler ceux qui sont en guerre à la discussion pour que ces infrastructures soient protégées également. Parce qu'après la guerre, il y a une vie. Avant la guerre, il y a une vie. Et pendant la guerre même, il y a une vie. Et on a besoin de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Donc, il faille que même ces acteurs en conflit puissent penser à des moments donnés qu'il faut protéger ces infrastructures-là. Merci bien. Dites-nous, en quoi ou comment les conflits armés affectent-ils les infrastructures hydrauliques? Il faut le dire, des conflits, quand ça a lieu, il faut reconnaître qu'il y a des attaques
qui sont perpétrés. C'est ce que nous avons sous nos yeux aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des bombardements à tout va. Et quand il y a de ces genres de bombardements, ça dit qu'on ne fait plus nécessairement attention où sont disposées ces infrastructures. Et dans une ville, dans un pays, les infrastructures hydrauliques sont partout dans la ville pour la canalisation. Donc quand on bombarde un milieu donné, c'est que ces infrastructures prennent des coups. Ce qui fait déjà que ce dommage qui a été créé, c'est à des hommes que ces dommages sont créés. Et ça crée la pénurie d'eau au niveau de certaines populations, notamment les populations démunies. Donc, c'est au cours de ces conflits, au cours de ces bombardements, au cours de ces attaques qu'on a les dégâts qui sont créés au niveau de ces infrastructures. Il faut le dire, pendant les combats, surtout dans les zones urbaines, parce que les zones rurales, surtout dans nos pays en voie de développement, très peu d'infrastructures sont installées et c'est surtout au niveau des zones urbaines qu'on voit souvent de ces genres de dégâts. Quoi qu'on le dise, ça dit que ça a un impact aussi également sur ces zones rurales parce qu'on tend d'abord à réparer les dégâts qui sont causés alors qu'il faut investir aussi au niveau de ces zones rurales pour qu'eux aussi aient accès à l'eau. Donc les dégâts sont énormes. C'est ça qui fait qu'on est face à cette pénurie qu'on constate au niveau de beaucoup de populations aujourd'hui. D'accord. Mais dites-nous, quelles peuvent être les conséquences de l'interruption des services d'eau et d'assainissement sur les communautés? Je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue même pas plus tard que hier. J'étais sous la douche pour me laver quand j'ai remarqué que l'eau ne sortait plus bien. Vous imaginez le désagrément que ça peut me causer. Je suis dans une ville où j'ai commencé à manquer d'eau. Déjà sous la douche, c'est que j'étais indisposé déjà par moi-même. Imaginez ceux-là qui n'ont pas régulièrement de l'eau, même pour boire où c'est compliqué. Ces dégâts créent au niveau des populations, c'est-à-dire que déjà des maladies, des pandémies, parce qu'ils n'ont pas de l'eau pour leur hygiène. Ce qui fait qu'ils peuvent tomber malades à tout moment. Et ces eaux qu'ils ont aujourd'hui même, les eaux ne sont pas de qualité, ce qui affecte leur quotidien déjà. Comme on l'a dit, l'eau c'est la vie et l'eau contribue à beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. Donc, quand on manque de l'eau, c'est qu'on manque d'hygiène. Et quand il y a manque d'hygiène, c'est que c'est la maladie et les épidémies qui répondent présents. Donc, ce qui voudra dire que il faudrait que des efforts soient multipliés afin que non seulement que les infrastructures ne soient pas détruites, mais que nos États fassent l'effort pour que l'eau soit disponible jusqu'au dernier kilomètre. Merci. Merci bien. Nous entendons souvent parler des ODD. De quoi s'agit-il exactement et quel rapport avec l'agenda 2030? ODD, c'est entendu Objectif de développement durable. Il faut le dire, il s'agit de 17 objectifs pour transformer notre monde d'aujourd'hui. Les objectifs de développement durable sont un appel à l'action de tous les pays, pauvres, pays riches et pays à revenus intermédiaires, afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Et les objectifs de développement durable répondent aux objectifs généraux suivants. Il s'agit entre autres d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. C'est les 3 piliers principaux des ODD. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça a 5 finalités de développement. Il s'agit de lutter contre le changement climatique, de préserver la biodiversité, de protéger les milieux et les ressources et d'assurer une cohésion sociale et une solidarité entre les territoires et les générations. Agenda 2030, c'était déjà en 2015 que 193 États membres de l'ONU se sont réunis et adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 qu'ils ont intitulé Agenda 2030. Il s'agit d'un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité. Cela porte en elle une vision de transformation de notre monde en renforçant la paix et en éradiquant la pauvreté sous toutes ses formes et en assurant une transition vers le développement durable. C'est en cela qu'on voit le rapport entre l'agenda 2030 et les ODD. Les ODD poursuivent comme objectif d'éradiquer la pauvreté. C'est également à l'an 2030, on voudrait que la pauvreté soit éradiquée dans le monde entier. C'est le devoir que ces États
ont convenu de s'assurer que d'ici 2030, ces points essentiels pour parvenir au développement soient atteints. Merci pour cette clarification. Mais dites-nous toujours, que stipulent concrètement les ODD 6 et les ODD 16? Le 6e objectif de développement durable demande qu'il faut garantir l'accès de l'eau à tous et l'assainissement, de même que d'assurer une gestion durable des ressources en eau. En un mot, cet objectif vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Cela appelle également à une gestion durable de cette ressource et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté d'eau. Et il faut ajouter qu'il faut un accès à l'eau potable, il faut l'assainissement, il faut surtout la qualité de l'eau, puisqu'il ne faut pas qu'on ait de l'eau pour avoir de l'eau. Il y a l'eau de rivière que les gens utilisent aujourd'hui, ça ce n'est pas de l'eau qu'ils utilisent, mais plutôt que ça dégrade encore leur santé. Donc du coup, il faut veiller à ce qu'on ait l'eau de qualité et surtout la gestion de cette eau de qualité soit régulière. Pour ce qui concerne l'eau de 16, c'est pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques pour que demain on vive dans un monde de paix. C'est ce qu'on souhaite d'ici 2030. Ce 16e objectif concerne 3 principaux thèmes étroitement liés que sont les questions d'état de droit, de qualité des institutions et de paix. Puisque on a une forte institution, mieux cela va pour les États, que les hommes soient plus forts que les institutions que nous-mêmes nous mettons en place. Voilà en quelques mots ce que stipulent ces 2 objectifs qui parlent de l'eau et qui parlent de paix pour le monde. Merci, monsieur Joël. Nous voulons savoir ce que stipulent les ODD 6 et 16, mais dites-nous, quel lien intersectoriel existe-t-il entre les ODD 6 sur l'eau et l'assainissement et l'ODD 16 sur la paix? On a dit tout à l'heure que l'eau, c'est la vie. Et on ne peut pas vivre dans une vie sans paix, sans quoi il n'y aura pas nécessité d'être né. Chaque jour, nous devons pouvoir promouvoir cette paix afin que nous vivions dans un monde de paix, parce que ce n'est pas qu'un simple mot, mais c'est un comportement à adopter. Nous devons travailler à vivre ensemble. Dans ce vivre ensemble, nous devons aussi travailler à ce que chaque citoyen, jusqu'au dernier kilomètre, dispose d'une eau potable, d'une eau de qualité. Donc, qui travaille pour qu'on ait la paix, doit aussi travailler pour qu'il y ait de l'eau qui soit disponible pour la population, surtout les populations vulnérables. Donc, paix et eau vont de paix ensemble. ODD 6 et ODD 16 vont de paix ensemble. Et tout ce qu'il y a comme objectif, les 17 objectifs, vont ensemble pour un meilleur lendemain pour tout le monde. Un meilleur monde en un mot. Merci bien. Nous savons que l'eau, c'est la vie. Nous savons qu'il faut vivre dans un environnement de paix pour jouir de toutes ses capacités. Maintenant, dites-nous, alors que nous parlons de conflit, comment est-ce qu'on peut agir pour assurer une véritable protection de l'eau et des infrastructures hydrauliques pendant les conflits armés? C'est une véritable question de casse-tête aujourd'hui, parce que ceux qui sont même en conflit ont besoin de cette eau-là. Parce qu'on le voit généralement, quand une situation survient et que ceux-là qui sont en conflit se retrouvent dans des zones où il n'y a pas accès à l'eau, c'est difficile pour eux-mêmes de survivre. Personne ne peut passer une journée aujourd'hui sans boire de l'eau. Même s'il n'a pas mangé, il faudrait qu'il prenne de l'eau. Même si c'est une goutte d'eau, on le jette dans la bouche, il en a besoin. Ça me rappelle l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans la Bible, où l'homme riche, après la mort, demande qu'on vienne lui mettre une goutte d'eau dans la bouche. Ça dit que l'eau est la vie, comme on le dit. Donc, ceux qui sont en conflit doivent pouvoir, à un moment donné, épargner tout ce qui est infrastructure hydraulique. C'est très important. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, des actions sont menées sur le terrain. C'est en cela qu'il faut féliciter et encourager le CICR pour ses actions humanitaires lors des conflits généralement, pour sauver des vies humaines déjà, et pour rappeler à ces protagonistes qu'il y a un bien, qu'il y a une vie qu'il faut protéger les infrastructures hydrauliques. En dehors de ça, ça dit que il faudrait aussi que quand on mette en place les infrastructures, il faudrait y penser, je ne sais pas si ça se fait encore, quand on installe les infrastructures hydrauliques, mettre des protections de sorte que n'importe quelle attaque ne vienne pas pour détruire cette infrastructure qui est mise en place. Parce que cette infrastructure qui est mise en place, c'est que c'est pour des années. Ce n'est pas pour 2 ans à renouveler de sitôt, mais c'est pour une longue année.
Donc il faudrait que dans la construction de ces infrastructures, il faudrait penser à mettre des outils de haute qualité et qui puissent résister à certaines attaques pour ne pas être détruits sur le premier coup. Donc il faut en appeler au bon sens des États qui entrent en conflit. Il faut appeler au bon sens de ces acteurs, de ces groupes armés qui entrent en conflit, parce que eux-mêmes, comme nous autres, on a tous besoin de l'eau pour vivre. Dites-nous à présent, quelles recommandations est-ce qu'on peut faire à l'endroit des organisations de la société civile pour une meilleure prévention et protection des infrastructures hydrauliques pendant les conflits armés? C'est un travail qui se fait déjà et il faudrait redoubler encore plus d'efforts. C'est l'information apportée à l'endroit de tous sur l'importance de la qualité de l'eau. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en conflit, à un moment donné, il est arrivé qu'ils soient en de bons termes et puissent se parler. Et même quand ils sont en conflit, ils appellent des fois au dialogue, afin qu'ils s'asseyent autour d'une table pour discuter. Donc c'est des moments de sensibilisation, c'est des moments d'appel auprès de ces États, auprès de ces groupes armés, afin que quand même, ils ne veulent pas entendre raison, ils puissent épargner tout ce qui est infrastructure hydraulique. Parce que, à vouloir avoir raison à tout bout de champ, on détruit ce dont nous-mêmes on aura besoin demain. On peut estimer avoir tout ce dont on a besoin demain apporté demain, mais il arrive à un moment donné, ce que nous avons apporté demain va prendre fin. Et l'eau, c'est une source qu'il faut préserver. Du coup, ça dit qu'il faut continuer ce travail continuellement pour que pendant même les conflits, les gens sachent garder raison pour pouvoir épargner tout ce qui est infrastructure hydraulique. Même pendant les conflits, il faudrait aussi que ces organisations de la société civile qui parviennent à intervenir sur le terrain essaient de mettre des dispositifs dans la mesure du possible pour pouvoir signaler qu'à cet endroit, il y a une structure hydraulique, qu'il faudrait que les attaques n'aillent pas dans ce sens pour détruire, afin que d'autres personnes puissent manquer de l'eau. Donc c'est très important. C'est des actions à mener au quotidien pour qu'on ne sait même pas où est-ce qu'un conflit peut naître d'un jour à l'autre. Merci. Avant de finir, est-ce que vous avez un plaidoyer à faire? Oui, mon plaidoyer ira dans le sens de tous les acteurs que nous sommes, qui que nous soignons, quoi que nous fassions. Nous devons pouvoir garder à l'esprit qu'il est de notre mieux que nous vivions dans un monde de paix. Un monde de paix dans lequel nous disposons d'une eau de qualité, d'une eau qui profitera à toute la population. Ce qui voudra dire que pendant même les temps de conflit, on doit tout faire pour préserver ces infrastructures hydrauliques. Parce que avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, c'est une source dont nous avons besoin au quotidien. L'eau, c'est la vie et nous l'avons dit pendant cette discussion. Et il faudrait que les gens se rappellent toujours de ce que nous utilisons aujourd'hui, on en aura besoin d'un jour à l'autre et il ne sert à rien de détruire cela. Même pendant les guerres, les vies que nous détruisons, peut-être que demain on en aura besoin, mais parce que ces vies ont été détruites, ils ne nous seront plus utiles pour construire ce merveilleux monde que nous voulons pour demain. Merci. Alors, Monsieur Joël, votre mot de fin? Je voudrais de tout cœur remercier RFLD qui a initié ce podcast afin que nous nous assignions un instant pour réfléchir et voir à quel point l'eau constitue pour nous un bien inévitable, un bien à protéger, un bien à préserver pour les générations à venir afin que, tel que nous aussi nous profitons aujourd'hui de l'eau, la génération à venir aussi puisse en bénéficier autant que nous. Et nous devons aussi toujours continuer à travailler, à faire le plaidoyer pour que ces sources d'eau ne soient pas seulement limitées dans les zones urbaines, mais que les zones rurales aussi puissent en bénéficier. Parce que ça fait mal au cœur de voir que dans certaines localités lointaines des grandes villes, les gens souffrent énormément de ce bien naturel que Dieu nous a donné, qu'est l'eau. Donc du coup, il faudrait qu'on y travaille pour que l'eau soit disponible jusqu'au dernier kilomètre et une eau de qualité surtout. Merci, Monsieur Joël, pour ce merveilleux moment. S'il y a quelque chose que j'ai surtout retenu, c'est que tout Belgien a besoin de l'eau. Personne ne peut vivre sans eau. Absolument pas. Absolument. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à un podcast.